J'ai l'habitude de prévenir que je mets mon cellulaire en silence. C'est déjà fait. Pour ne pas vous gêner. Et comme d'habitude, nous avons quelques retardataires, dont notre ami Ziad Babou, mais il est habitué à prendre le train en marche. C'est littéraire. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous. Je suis honoré de voir que votre épouse, plus discrète que l'ombre de Tintin, que se soit jointe à nous. Je suis très heureux que cette assistance extrêmement avertie, composée de personnalités vraiment influentes, compétentes, intègres, ayant une audience absolument nationale. Je suis heureux que cette audience soit présente pour vous écouter. Pour vous écouter sur un sujet qui retentit, qui a des retentissements assez importants dans l'état actuel des choses au Liban. Les velléités sécessionnistes, les velléités décentralisatrices, les velléités fédératives, les velléités partitionnistes au Liban sont extrêmement vivaces. Elles l'avaient été déjà en 1975, lorsque, du jour au lendemain, nous avons eu peur de perdre une partie du Liban historique, du Liban que nous aimons, du Liban de la convivialité, du Liban des libertés. Et c'est donc avec beaucoup d'attention et j'allais dire de complicité que j'ai accueilli la proposition du professeur Corban pour que nous puissions vous écouter sur un exemple que nous connaissons peu, que les Libanais connaissent peu. On parle beaucoup de la Confédération helvétique, on parle beaucoup de la Fédération autrichienne, de la Fédération états-unienne et d'autres structures complexes d'État. Mais nous n'avons pas souvent entendu parler de l'organisation de la diversité au sein d'une unité qui a trouvé un langage commun par-dessus les différences linguistiques, ce langage étant celui du destin national, de la mission nationale, de l'idée commune, de l'horizon commun. Et c'est ainsi que la Belgique est devenue un phare pour l'Europe, malgré toutes les vicissitudes de la vie quotidienne, les flux et les reflux migratoires qui ont envahi votre pays, comme d'autres d'ailleurs. Nous savons que quelque part, vous allez répondre à notre questionnement. Et ce questionnement commence par une introduction que le professeur Corban a bien voulu donner pour que nous puissions savoir qui êtes-vous, monsieur l'ambassadeur. Cette question est plus facile que le fédéralisme. Bonjour mon cher collègue et merci du privilège que vous m'accordez de présenter mon ambassadeur
puisqu'il représente au Liban son pays d'origine, mais ma patrie d'adoption. Monsieur l'ambassadeur, c'est vraiment un grand honneur pour moi de vous introduire. J'introduirai d'abord votre personne, vous-même, avant de donner un témoignage personnel sur le royaume que vous représentez, où j'ai vécu, où j'ai travaillé, où j'ai servi, et où il fait si bon vivre, ce qu'on ne sait pas. Hausser la voix. Et où il fait si bon vivre. Votre curriculum vitae est impressionnant par la qualité des hautes fonctions que vous avez exercées. C'est à l'ancien Collège des Trois Langues, devenu Université catholique de Louvain, que vous avez obtenu vos masters en histoire moderne, d'une part, et d'autre part, en histoire de l'art. Une telle symbiose dans les domaines du savoir révèle un profil d'humaniste, lettré et cultivé. À l'instar des figures de l'âge d'or, du fameux couloir lotharingien et bourguignon, et des Véréniques de Provencie, les provinces unies, dont la Belgique est un héritier. Je citerai entre autres Horace, Grotius, même Ulrich von Hutten et d'autres, sans oublier Spinoza et Grotius. Et sans compter les grands maîtres de la peinture flamande. Mais l'humaniste Koen Verbeek ne s'est pas réfugié dans l'intellectualisme, il s'est mis au service de l'humain comme diplomate. Vous avez servi les affaires extérieures de Belgique ainsi que de l'Union européenne en matière de prévention des conflits, de sécurité et de médiation. C'est sur le continent africain et en Méditerranée que vous avez surtout déployé vos talents. Vous avez dirigé une équipe de haut niveau qui a élaboré et mis en œuvre la première stratégie de sécurité nationale de Belgique. Vous avez été l'hôte de plusieurs cours de formation à l'ONU, de haute qualité en médiation et maintien de la paix. Entre 2007 et 2011, vous êtes un pionnier comme représentant de l'Union européenne auprès de l'Union africaine. Vous y déployez un effort remarquable comme artisan de paix et de sécurité. Vous avez toujours soutenu le leadership africain dans la résolution des conflits, en développant d'étroites collaborations en capacity building et en créant des synergies avec les missions civiles et militaires de l'Union européenne. À votre palmarès, on retient la mise en place d'un partenariat dans la région des Grands Lacs, notamment entre l'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. De 2011 à 2020, vous êtes le directeur général pour l'Afrique au service européen de l'action extérieure. Vous dirigez 42 délégations de l'Union européenne à la tête d'un budget de soutien de 30 milliards d'euros. Bref, monsieur l'ambassadeur, vous êtes la preuve vivante, à mes yeux en tout cas, comme quoi les humanistes ne vivent pas enfermés dans leur tour d'ivoire, mais sont naturellement destinés à rapprocher les hommes en devenant de fins diplomates, ce que vous êtes, et des agents incontournables de médiation. Nous allons vous écouter nous parler de cette Belgique, devenue État fédéral, mais avant, permettez-moi, en public, c'est la première fois que je le fais, d'évoquer le royaume que vous représentez par un témoignage personnel. Nous sommes en 1975, 76 ou 75, 76, en pleine guerre civile du Liban. J'étais un jeune étudiant en médecine, terminant sa 5e année à l'Université de l'État à Liège. Je reçois une convocation à me rendre à l'hôtel de ville où je suis reçu par une responsable de l'assistance publique.
Elle m'informe que le collège communal des échevins de Liège avait décidé, lors de sa dernière réunion, de s'enquérir de la situation sociale des Libanais résidant sur sa commune. Elle m'interroge si j'ai des contacts avec ma famille, qui finançait mes études, ce que je n'avais plus depuis plusieurs mois. « Comment faites-vous » me demande-t-elle. Je lui réponds, je me débrouille. Elle me tend un formulaire en me disant, si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider. Voyant ma gêne, elle me dit, ce n'est pas de la charité que nous vous faisons. Ceci est votre droit chez nous. C'est ainsi que j'ai pu terminer mes études. J'ai décidé par après de solliciter la citoyenneté de cette Belgique, tant soucieuse de la dignité de l'homme et de la règle du droit. Je vous cède donc la parole, Monsieur l'ambassadeur, en vous disant, avec une loyauté reconnaissante, vive le roi. Merci bien à vous tous d'être là, mais je voudrais tout d'abord remercier le ministre Nayar de m'avoir invité dans ce lieu spirituel, mais surtout aussi dans un cadre très, très beau, point de vue et artistique, mais surtout de pouvoir rencontrer et de partager cette expérience belge. Et c'est le partage de l'expérience qui peut nourrir, évidemment, comme vous avez dit, une réflexion qui est en cours ici. Et je voudrais aussi remercier le professeur Courbon, mon ami, pour ces mots élogieux, mais surtout sur votre regard sur la Belgique. Et c'est parfois le regard de l'extérieur qui nous illustre le mieux ce qu'on voit, ce qu'on pense de notre pays. Et c'est souvent plus positif que les Belges eux-mêmes font de leur pays. Et ça me vient évidemment à le sujet du jour, le fédéralisme belge. Vous avez dit que le fédéralisme belge n'est pas très, très bien connu ici. Je vous préviens, il est complexe. Donc je vais essayer d'être clair, mais permettez-moi aussi parfois d'être un peu plus détaillé, parce que je crois que c'est important. Avant de se plonger dans le fédéralisme, je crois que, comme vous avez fait, vous aussi, Monsieur le ministre, il faut voir un peu d'où vient la Belgique. Et c'est une histoire de guerre et d'occupation. C'est plus facile de compter les pays qui n'ont pas envahi la Belgique que d'énumérer ceux qui sont passés par notre territoire, les Romains, les Vikings, les Français, les Autrichiens, les Espagnols, les Allemands, les Néerlandais aussi. Donc uniquement en fait des grandes puissances, il y a la Grande-Bretagne qui n'a jamais envahi notre pays. Et cette histoire, et je dois schématiser évidemment, se termine en 1815 avec Waterloo et la défaite de Napoléon, où les États ont décidé de créer un État tampon entre la France et la Grande-Bretagne. Et ça fut le Royaume-Uni des Pays-Bas, qui englobe la Belgique et les Pays-Bas actuels. Ce pays n'a pas fait long feu parce que rapidement il y a eu révolte dans notre pays, dans le sud du Royaume-Uni des Pays-Bas, menée par les catholiques, mais surtout l'élite française qui gérait cette partie, qui ne voulait pas du Nord protestant néerlandophone. Et en 1830, il y a la révolte, et en 1831, la constitution belge, un État unitaire, unilingue, c'est important à prendre en considération, vu la nature bilingue du pays, séparation État-Église, une constitution vraiment à la pointe, très libérale, très moderne, avec beaucoup de liberté, d'association, d'expression, d'enseignement, séparation des pouvoirs, une monarchie représentative, parlementaire, et important aussi une politique de neutralité, parce qu'on devait être ce État tampon, et c'était notre garantie de survie
pour un État jeune et fragile entouré de grandes puissances. Donc vous avez maintenant, en 1831, un État au milieu de l'Europe, avec une tradition d'une certaine défiance de l'autorité centrale. Ça fait partie aussi de la belgitude, mais surtout au croisement des cultures latines et germaniques. Donc une grande diversité culturelle et évidemment plusieurs langues, français, néerlandais et une partie germanophone. L'évolution démographique de ces pays et surtout aussi l'extension du droit de vote va augmenter le poids politique des néerlandophones, des flamands de notre pays. Et on va voir déjà très rapidement une lutte pour faire reconnaître la langue néerlandaise dans ce pays qui est la Belgique. Et à la fin du XVIIIe siècle, le néerlandais est en effet reconnu comme langue officielle à côté de la France, du français, et on va voir étendre son emploi dans la justice, dans l'armée. Par exemple, il y a eu beaucoup de drames pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, avec des officiers francophones, des hommes de troupes néerlandophones qui ne se comprenaient pas. Et voilà. Donc il y a pas mal d'aspirations. L'enseignement est très important. Seulement en 1931, la première université néerlandophone sera créée, donc 100 ans après la création de la Belgique. Donc c'est très, très important. Mais il y a eu, au-delà de la langue, deux autres aspects qui ont illustré un clivage grandissant entre le nord et le sud, entre la partie néerlandophone et la partie francophone. C'est la question qu'on appelle scolaire, l'enseignement. Il y a eu une lutte importante parce qu'au nord, c'était plutôt l'enseignement catholique, au sud, l'enseignement officiel. Et donc, comment financer tout ça était un débat politique très, très aigu et qui a mis en exergue ce clivage. Mais c'est surtout aussi la question royale. Deux mots parce que c'est un peu complexe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le roi Léopold III était resté en Belgique. Par contre, le gouvernement était en exil d'abord en France, après à Londres, et ce gouvernement continuait la lutte contre l'Allemagne, contre le nazisme. Et du fait que le roi était resté, on l'accusait d'avoir eu une attitude trop neutraliste. Et donc il y a eu tout un débat après la guerre, est-ce qu'il peut retourner, rentrer au pays ou non. Et il y a eu un référendum. Et ce référendum, majoritairement, on disait oui, il peut retourner. Donc il y avait une majorité du côté flamand, néerlandophone, mais pas une majorité pour le retour du côté wallon. Et donc il y a eu des manifestations violentes, donc les wallons francophones qui s'opposaient à son retour, et finalement le roi a dû abdiquer en 1950, et c'est le début, c'est le roi Baudouin qui est monté au trône. Mais donc c'est tous ces tensions au niveau linguistique, au niveau de l'enseignement, au niveau surtout de la question royale, ont mis en exergue ce clivage, cette division entre le nord et le sud. Et il y a eu beaucoup de conséquences. Les néerlandophones se sont rendus compte qu'ils représentaient la majorité, mais qu'ils ont été dénis un refus de mettre, déni de démocratie, refus de mettre en œuvre une décision, un référendum qui était démocratique. Et donc ça a fait radicaliser les Flamands. En Wallonie, c'était l'inverse, c'était plutôt les ouvriers qui se radicalisent, estimant que le Wallon et la Wallonie représentaient une minorité, et de ce fait, pour se protéger, devaient réclamer plus d'autonomie. Donc de part et d'autre, on a cette évolution ou cette réclamation de plus d'autonomie, parfois avec évidemment avec un contexte différent ou un background, comme on dit, différent. Et donc on va évoluer vers un État fédéral. Voilà, j'y suis. Et donc d'abord sur la question de la langue. Donc en 1963, les premières lois linguistiques vont être décrétées. Et ce qui est important, c'est de comprendre le principe de la territorialité. Donc on va créer des régions monolinguistiques
au nord et au sud, néerlandophone, francophone, et une petite zone germanophone, et au centre Bruxelles qui est bilingue. Et donc c'est le principe de la territorialité qui est important. Cette décision est importante, mais elle ne va pas apaiser les aspirations ni côté flamand ni côté wallon. La Flandre demandant plus d'autonomie au niveau de la langue et de culture, la Wallonie en termes d'autonomie économique. Et donc on va aller vers un vrai État fédéral en 3 étapes, en 1970, comme on dit en Belgique, ou 70. C'est la première réforme constitutionnelle qui crée des communautés. Donc, des communautés culturelles, vous voyez que c'est toujours en lien avec la langue, avec la culture, communauté flamande, communauté française et la communauté germanophone. Ensuite, il y a 10 ans plus tard, en 1880, on va créer 2 régions économiques, donc on ajoute la dimension économique, la Flandre et la Wallonie, et 8 ans plus tard, la série sur la couronne, la création de la région économique Bruxelles-Capitale. Donc, avec cela, les fondations de l'État fédéral sont créées, et donc vous le voyez ici, schématisé un peu plus clairement peut-être. Donc, au niveau des communautés, des régions plutôt, vous voyez en rouge la région flamande, en orange la région wallonne, mais qui englobe également la partie ici, donc la partie germanophone. Donc ils ont créé cette région qui englobe la Wallonie et la partie germanophone, et au milieu il y a la région bruxelloise. Au niveau des communautés, c'est un peu différent. Pour la communauté néerlandophone ou flamande, il y a la partie rouge plus Bruxelles, parce que Bruxelles est bilingue. Donc voilà, c'est ça la communauté flamande. Et la communauté française englobe la partie orange et Bruxelles, pour la même raison. Mais il y a aussi la communauté germanophone. Donc la partie germanophone du pays est uniquement compétente à ces institutions pour les questions culture et langue, pas pour les questions de région. Pour cela, elle est intégrée dans la région wallonne. Voilà. J'espère que vous me suivez toujours. Maintenant, on va regarder les compétences, parce que c'est là où peut-être les distinctions vont être plus claires. Commençons avec les communautés qui ont été créées en premier. Donc les communautés se fondent sur une appartenance culturelle et linguistique, et on va le voir aussi dans les compétences qui leur sont attribuées. Ce sont des compétences qui sont liées aux personnes. Donc il s'agit des matières culturelles, l'enseignement, les matières personnalisables, comme on dit en Belgique, qui sont liées aux soins de santé, la politique des mineurs ou la politique pour les personnes âgées, et évidemment aussi l'emploi des langues. Au niveau des régions, donc les régions se fondent sur l'appartenance territoriale, et donc leurs compétences se fondent sont liées au territoire et à son économie. Et donc on voit très bien donc, tout le développement économique, y inclut le commerce externe, l'urbanisme, l'environnement, politique de logement, politique de l'emploi, politique énergétique, tout ce qui a trait à l'agriculture, évidemment aussi la gestion du territoire avec les municipalités et les provinces. Donc ça sont les compétences des régions. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qui reste pour le fédéral? Et le mot « reste » est important parce qu'il y a deux niveaux. Il y a tout d'abord les compétences résiduelles. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas attribué au niveau communautaire ou région reste au niveau fédéral. Mais il y a évidemment aussi des compétences spécifiquement attribuées au niveau fédéral. Et ce sont surtout les pouvoirs régaliens. Vous voyez, question de défense et de sécurité, la justice,
les affaires étrangères, mais également les questions de finances. Donc les impôts et les taxes se font à très grande majorité toujours au niveau fédéral, national, la politique monétaire évidemment de la Banque nationale, et tout ce qui a trait à la sécurité sociale et la législation au niveau civil, commercial et de l'emploi. Donc tout ça reste au niveau fédéral. C'est quand même des tâches très importantes. Donc, un instant, je vais. Il y a encore, quand on parle de compétences, il y a encore 3 principes qui sont importants à garder à l'esprit. Tout d'abord, la question ou le principe de compétences exclusives. Donc, il ne peut pas y avoir des compétences qui est gérées ou attribuées à plusieurs niveaux. Donc, exclusives, on a toujours essayé d'éviter que des compétences viennent en conflit entre différents niveaux. 2, il y a l'équivalence ou ce qu'on appelle l'équivalence des normes juridiques. La Belgique a la particularité qu'il n'y a pas de hiérarchie entre une loi fédérale ou un décret d'une communauté ou d'une région, un décret des entités fédérées. Les deux ont juridiquement le même poids. Donc c'est vraiment dans la distribution répartition des compétences qu'on fait la différence, mais ensuite chaque entité est totalement responsable et a le même poids juridique dans sa législation. Et troisièmement, ce qu'on appelle in foro interno, in foro externo, quand on a une compétence en interne, on peut, et on a, disons, la compétence aussi de mettre en œuvre cette compétence en externe, ce qui donne le droit aux entités fédérées, les régions, les communautés, de conclure des traités, mais aussi d'ouvrir des représentations à l'étranger, ce qui est le cas pour la communauté flamande et la région wallonne. Voilà. Alors, comment on s'est organisé pour mettre en œuvre? On dit parfois que pour vivre heureux, il faut vivre et cacher. Ce n'est pas ce que nous avons fait au niveau belge. Ça ne s'applique pas, parce que nous avons élaboré une architecture fédérale très développée, parfois avec beaucoup d'ingéniosité, avec des institutions et des mécanismes pour gérer justement ce vivre ensemble et résoudre les conflits éventuels. Et le premier principe, évidemment, que chaque niveau crée ses propres institutions pour gouverner, pour mettre en œuvre ses compétences. Et ça veut dire qu'en Belgique, il y a 6 gouvernements et 6 parlements. Chacun, donc il y a évidemment le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral. Il y a un gouvernement flamand, donc je vous ai dit que la communauté et la région flamande ont unifié leur structure, donc il y a un gouvernement flamand, il y a un gouvernement de la région wallonne, il y a un gouvernement de la communauté française et un gouvernement de la communauté germanophone, en plus un gouvernement de la région bruxelloise. Donc 6 gouvernements, 6 parlements, c'est lourd, mais c'est le prix à payer en quelque sorte pour que ça fonctionne. J'ajoute que c'est lourd, mais c'est surtout lourd quand on doit ratifier un traité. Quand il y a un traité international que la Belgique doit ratifier avec des compétences mixtes, des compétences qui relèvent du fédéral, mais aussi des compétences qui relèvent des régions ou des communautés, ces 6 parlements doivent ratifier le traité. Et donc, par exemple, un traité commercial comme avec le Mercosur, le CETA, la région wallonne s'y est opposée pendant longtemps, et donc ce traité n'a toujours pas été ratifié, pas uniquement pour la région wallonne, mais en certains moments c'était le cas. Donc ça demande beaucoup de consultation et de travail ensemble. Donc ça, pour chacun a sa structure, sa mise en œuvre pour mettre en œuvre ses compétences. Ensuite, nous avons mis en place des mécanismes de résolution de conflits
ou de consultation pour éviter qu'il y ait des conflits. Voilà. Et donc là, il y a dans le domaine législatif, donc chaque entité peut légiférer, et pour éviter qu'il y ait conflit potentiel, donc il y a le Conseil d'État, où toute personne physique peut avoir recours au Conseil d'État contre des actes administratifs irréguliers, considérés comme irréguliers, qui auraient causé un préjudice. Mais il y a surtout la Cour constitutionnelle, qui est spécifiquement créée en Belgique pour se prononcer sur des conflits de compétences entre l'État fédéral, une communauté ou une région. Et donc la Cour constitutionnelle peut suspendre, voire annuler une norme législative qui viole la répartition des compétences. Il y a aussi, dans le domaine politique, des mécanismes pour éviter conflits, ce qu'on appelle le comité de coordination. Je reviens plus tard dans comment il fonctionne, mais donc c'est un comité qui est composé de 6 membres du niveau fédéral, en général le Premier ministre, ses vice-premiers ministres et l'un ou l'autre autre ministre, et 6 représentants des communautés et des régions, les présidents des régions, les présidents des communautés, mais avec parité, 6 francophones, 6 néerlandophones. Et il y a énormément le mécanisme où l'architecture fédérale requiert énormément de coordination, de consultation entre nous. Par exemple, il y a au niveau des affaires étrangères, que je connais le mieux, une conférence interministérielle affaires étrangères. Donc, chaque réunion au niveau européen à laquelle la Belgique participe doit être préparée dans ces comités de coordination. Enfin aussi à la conférence interministérielle où la position de la Belgique sur un dossier particulier est définie. Donc tout le monde doit être associé évidemment sur base de ses propres compétences dans cet exercice du fédéralisme. Il y a, au-delà d'éviter les conflits ou de résoudre les conflits, il y a aussi au niveau législatif et au niveau de l'exercice de la politique une protection des minorités, en Belgique, minorités linguistiques. Parce que théoriquement, les Flamands, les députés néerlandophones, peuvent passer la plupart des lois parce qu'ils ont la majorité à la Chambre. Donc il y a 150 membres au Parlement, 88 sont néerlandophones, 62 francophones. Au Sénat, qui est avec un nombre beaucoup plus limité, c'est la même chose. Et donc il y a des garde-fous pour éviter que ceci se passe sans qu'une majorité peut s'imposer à une minorité linguistique. Il y a d'abord la question ou le principe de parité linguistique au gouvernement fédéral. Donc le gouvernement est composé maximum 15 membres, 7 francophones, 7 néerlandophones, et avec un Premier ministre qui n'a pas de rôle linguistique. Et la plupart des grands organes d'État, comme le Conseil d'État, comme la Cour constitutionnelle, comme la diplomatie par exemple, la direction des grands ministères, il y a toujours une direction et une parité linguistique. En plus de cela, il y a des garanties qui ont été mises en place. Donc pour les lois fondatrices, les lois qui ont trait aux questions institutionnelles, il faut une double majorité pour avoir l'accord. Une majorité linguistique dans chaque groupe linguistique, en plus d'une majorité 2/3 au total. Donc là, vous voyez que les deux groupes linguistiques doivent être d'accord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la procédure de sonnette d'alarme. C'est typiquement belge pour le nommer ainsi. C'est au niveau fédéral si le protège là aussi la minorité francophone dans les questions qui ne nécessitent pas une majorité spéciale que je viens d'énumérer. Donc si ce groupe se sent menacé, il peut tirer la sonnette d'alarme
Et il y a toute une procédure que l'examen de cette loi est suspendu, renvoyé au Conseil des ministres, où, encore une fois, il y a parité, donc on réexamine et le Conseil des ministres doit donner son avis. Et donc, parce qu'il y a parité au gouvernement qui est quand même à la source de la plupart des initiatives législatives, cette procédure de sonnet d'alarme est rarement utilisée depuis 1970, uniquement 2 fois, parce qu'en amont, presque toujours au sein du gouvernement, les choses sont, il y a un consensus au-delà avec les deux groupes linguistiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la procédure des conflits d'intérêts. Là, il s'agit surtout si la Chambre ou un Parlement régional estime qu'une action, un projet de décret d'une communauté peut gravement affecter ses intérêts. Et là aussi, on peut demander suspension, examen, consultation. Mais alors, c'est le comité de concertation dont je parlais tout à l'heure, les 6+6, qui interviennent et qui doit décider par consensus. Donc là, il y a à nouveau un effort très important de gérer ou de promouvoir consensus et une action consensuelle au niveau de l'État. Voilà, ça sont les grands principes de notre construction fédérale. Maintenant, pour conclure, quelques considérations sur l'actualité aussi, comment le fédéralisme est ressenti en Belgique. Et je veux le faire en reprenant le titre de deux ouvrages qui ont parlé du fédéralisme, un qui date il y a 20 ans, mais dont le titre était Le labyrinthe belge. Je crois que vous avez compris qu'en effet, la construction est compliquée et avec une gouvernance globale et mondiale qui vient de plus en plus complexe et qui vient aussi de plus en plus complexe au niveau de chaque pays, mais au niveau de la Belgique aussi. Évidemment, il y a beaucoup d'interrogations en Belgique sur l'état de notre fédéralisme. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer, par exemple, la crise Covid-19 a été gérée relativement bien en Belgique, mais c'était évidemment un travail très, très complexe et laborieux avec 6 ministres de santé autour de la table, avec les communautés qui sont responsables pour les soins de santé, mais de l'autre côté, l'État fédéral qui était responsable pour la sécurité, la gestion des quarantaines, l'achat groupé des vaccins, qui était en lien avec l'Union européenne. Et donc une crise qui dépasse forcément Covid, qui dépasse forcément les frontières linguistiques, c'est une crise mondiale. Voilà, on a démontré que c'est pas facile dans un pays avec beaucoup de responsables de gérer positivement ou avec succès. Autre exemple, c'est la politique énergétique. Donc là, les grandes orientations sont données au niveau fédéral, parce que ce sont surtout des directives de l'Union européenne vers une économie à neutralité carbone, mais la mise en œuvre est faite au niveau des régions. C'est la région qui donne les autorisations de construire une centrale électrique, par exemple, avec tout ce qui va avec ça. C'est peut-être utile de dire que la dimension européenne est très importante pour bien comprendre le fédéralisme belge. 80% des nouvelles lois en Belgique, en fait, c'est la transposition des directives européennes. Et donc là, ce qui rend très important cette concertation en amont, d'avoir une position belge très claire avant des directives européennes sont prises. Autre illustration de la complexité grandissante, c'est le paysage économique au nord et au sud qui est différent et qui requiert une politique de l'emploi différente. C'est un défi très important au nord et au sud. Comment stimuler le marché de l'emploi? Et donc il faut une politique différente, mais le marché de l'emploi est géré, ou la législation au niveau fédéral, mais ne tient pas
toujours suffisamment compte des sensibilités et des spécificités au niveau des régions. Et en dernier lieu, il y a peut-être le plus important, l'aspect financier. Donc les taxes sont régies, les impôts sont gérés au niveau fédéral. C'est le fédéral qui lève la majorité des taxes. Et ensuite, 60% restent au fédéral, surtout pour les pensions, la sécurité sociale, défense, affaires étrangères et ses compétences. Et 40% est rétrocédé au niveau des régions et des communautés. Ce sont les nerfs de la guerre, évidemment, et donc il y a pas mal de réclamations au niveau région, communauté, pour avoir plus d'argent, plus de rétrocession des taxes. Mais il y a aussi la discussion des transferts entre du nord vers le sud. Donc le nord qui est plus riche économiquement et au niveau des taxes rétrocède aussi. Il y a des flux financiers qui vont vers le sud. Et donc ça aussi politiquement, c'est évidemment délicat pour certains acteurs politiques. Donc il y a, et on va vers des élections dans quelques mois, il y a un appel pour certains pays qui veulent plus de fédéralisme, aussi avec la poussée des tendances nationalistes. Donc il y a surtout en Flandre des partis qui veulent aller plus loin dans le fédéralisme, voire le confédéralisme, voire certains partis veulent une séparation claire et nette. Mais il y a globalement aussi la réalisation qu'il faut des paquets de compétences plus homogènes pour éviter ces problèmes dont je parle. Mais ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans le sens de refédéraliser, donc ramener au niveau fédéral certaines compétences, mais évidemment pour les régions et les communautés, c'est plutôt en sens inverse, de donner du fédéral vers le bas, si je peux dire, plus de compétences. Donc, mais ceci requiert une révision de la Constitution, et donc pour ça il faut cette double majorité, et c'est très difficile à atteindre. Donc ça pour illustrer le labyrinthe belge. L'autre titre, il vient de sortir, c'est Only in Belgium, et donc c'est même en français, donc voilà. En anglais, ça donne déjà la couleur, mais ça illustre surtout que le fédéralisme belge est assez atypique, parce que les États fédéraux les plus anciens, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, sont nés du désir des États fédérés de coopérer et de chercher l'économie d'échelle. Notre pays, c'est le cas différent. C'est un fédéralisme ou une dynamique inversée, où des constituants d'un pays unitaire se séparent en quelque sorte, petit à petit, sur la base de l'observation que ça ne marche pas et que quelque chose ne fonctionne simplement pas et qu'il faut trouver une solution pour que ça continue à fonctionner. Et donc il y en a qui disent que la Belgique n'est pas un mariage d'amour, plutôt mariage de raison, et qu'on reste ensemble pour le bien-être de nos enfants. Et donc on n'a peut-être pas cette culture fédérale que les Suisses ou les Canadiens ont, qui sont très friands de leur fédéralisme. Mais on ne peut pas oublier que le fédéralisme belge, ce sont les règles de notre démocratie. Tout ceci a été un processus hyper démocratique, très complexe, mais purement démocratique, et que de ce point de vue-là, le fédéralisme est mal aimé en Belgique, parce qu'il a été ingénieux, il a été très sophistiqué, il est lourd, point de vue structure, il est de ce fait aussi coûteux, mais surtout il a évité des tensions, de la violence entre nos communautés, et de ce point de vue-là, c'est quelque chose que nous devons toujours garder à l'esprit, et en quelque sorte les tensions communautaires ont presque disparu, et donc c'est plus sur l'économie, sur les questions de finances que la poussée fédéraliste se concentre actuellement. Et mon dernier mot, c'est la loyauté fédérale. Donc tout ce que je viens de vous présenter ne peut que fonctionner s'il y a cet esprit de loyauté et que tout le monde, au niveau fédéral, au niveau des régions, des communautés,
garde ça à l'esprit et met en œuvre ses compétences en gardant de ne pas empêcher ou de compliquer l'exercice des compétences des autres autorités. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris. Je suis évidemment ouvert à un échange et un partage d'expérience. Merci, monsieur l'ambassadeur, de votre exposé, qui nous a largement éclairé sur des domaines belges qui ne sont pas connus, en fait. Mais ce qu'on retient de l'extérieur, enfin, personnellement, ce que je retiens, c'est que c'est un processus démocratique qui a engendré ce système, quelle que soit l'opinion qu'on peut en avoir, mais c'est le processus démocratique qui a engendré le système, un. Et deux, c'est que tout le monde a protégé l'instance fédératrice qui rassemble le gouvernement central. Je ne sais pas si la monarchie constitutionnelle y joue un rôle déterminant, c'est à vous à le dire, mais je vais laisser à l'auditoire le soin de débattre avec vous. Le professeur Messara. Vraiment, l'intervention est d'une très grande utilité pour notre culture juridique et constitutionnelle. Parce que vous avez parlé des affaires personnalisables. C'est un mot central. Et en fait, ce n'est pas tellement un labyrinthe. Beaucoup de constitutionnalistes ont l'esprit jacobin et ils conçoivent le fédéralisme uniquement en termes territoriaux. Je me rappelle, dans les années 1860, il y avait l'inauguration de l'Institut de fédéralisme à Fribourg, en Suisse. Il y avait 40 constitutionnalistes, dont moi-même. Et le premier jour, tout le monde parlait de fédéralisme en termes territoriaux. Le lendemain, je leur ai dit, ce que j'ai écouté est utile, intéressant, scientifique, mais il est criminel. Criminel, parce que qu'est-ce que vous faites quand les frontières géographiques ne correspondent pas aux frontières culturelles? Voilà. Et c'était le cas de Bruxelles, d'ailleurs, qui a traîné pour qu'il soit résolu. Absolument. Et le cas du Liban et de la Belgique sont extraordinaires pour rethéoriser le fédéralisme. Et le problème, principe de personnalité, le principe de territorialité, s'était posé d'une manière aiguë et profonde dans le cas des deux cas Makama, avec l'aide de Metternich. Et pour cette raison, il y a rethéorisé le fédéralisme. Et il y avait au congrès de Fribourg en Suisse, Francis Delperrey, oui, qui lui aussi c'est un sommité. Oui. Mais lui aussi, le pape, il a beaucoup écouté sur le fédéralisme personnel. Et c'était le cas de deux cas Makama au Liban, où tous les détails sont là. Il y avait le cas druze, cas Makama chrétien, et ça ne marchait pas. Ils ont nommé un délégué chez la tel et tel, et ça a traîné. Il y a tous les détails dans les archives diplomatiques. Et le consul Bourré dit au ministère des Affaires étrangères français, vous avez essayé de diviser l'indivisible. Alors, pourquoi c'est criminel? Parce que si vous envisagez uniquement sur le pays territorial, il va y avoir exode, extermination, intégration forcée. Et vous avez des cas très contemporains, Nigeria. Au Nigeria, ils ont 10 fois modifié les frontières géographiques. Et ça n'a pas marché. En Inde aussi, dans d'autres cas. Alors, le fédéralisme personnel est un fédéralisme aussi, l'affaire personnalisable. Et le cas belge, il est territorial et à la fois aussi personnel. C'est dans la tradition ottomane et musulmane. Et c'est la théorie, Ibrahim, du pluralisme juridique, qui n'est pas suffisamment enseignée dans les facultés de droit. Et tout le monde arabe a géré le pluralisme durant des siècles, grâce au pluralisme juridique, il y a des limites, il y a des normes. Voilà au fond le très grand problème. Et tous les auteurs qui ont élaboré des systèmes fédéraux territoriaux au Liban, ils se sont heurtés au problème de la division des provinces. Oui,
ce qui fait qu'ils n'ont rien résolu. Vous voyez? Et durant les guerres multinationales au Liban en 75-90, il y a eu une stratégie organisée, planifiée pour séparer les régions et les communautés. Et puis quand on a enlevé les barricades, tout est devenu comme avant. Nous sommes dans un fédéralisme personnel qui doit être régulé. Et c'est la grande imagination libanaise. Et le Liban est un des pays les plus riches pour étudier les différentes formes de fédéralisation, aussi que je crois que Francis Belferré aussi, qui avait à l'époque, une certaine mentalité jacobine aussi. Ça a apparu dans les publications de la fédéralisme. Et quand il y a eu de nouveau, on a soulevé le problème du fédéralisme, j'ai eu des contacts avec beaucoup de gens et j'ai fait tout un dossier pour leur montrer que ça ne marche pas géographiquement au Liban, sinon vous allez exterminer, vous allez faire de l'exode. De quelle manière? Par les armes, vous allez consulter les gens. Il s'agit donc de rethéoriser le fédéralisme à la lumière de peu d'exemples. Il y a ensuite un autre congrès en Inde, Forum de fédération, où ça a été développé à l'Université McGill. Donc ce qui a été dit aujourd'hui est extrêmement utile pour repenser le fédéralisme dans une perspective pas seulement territoriale. Lina Hamdan. En bonne libanaise, on va parler de conflit. En politique, vous avez parlé de flamands et de wallons. Est-ce que les partis politiques qui sont les partis belges, est-ce qu'ils sont sur ces lignes ou est-ce que c'est trans-territorial? Est-ce qu'il y a conflit entre cette formation fédérale et le système monarchique qui est en vigueur? Très, très bonne question, parce que je n'ai pas trop parlé de politique dans le terme que vous soulevez là. Il n'y a plus de parti politique fédéral. Il n'y a pas de circonscription électorale au niveau fédéral. Donc tout est là aussi fédéralisé en quelque sorte. Et donc nous avons un parti chrétien-démocrate, disons flamand, un parti chrétien-démocrate wallon, qui pas forcément ont de bonnes relations entre eux. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a le socialiste francophone, les socialistes flamands et ainsi de suite. Et donc les élections se font quand on habite en Flandre, on peut qu'élire des candidats flamands et la même chose, et bruxellois, donc la même chose. Donc, ce qui rend, par exemple, la composition d'un gouvernement fédéral très complexe, toujours avec beaucoup de partis pour avoir une majorité, parce qu'il faut des partis francophones, quelques partis néerlandophones ou flamands. Et donc c'est très complexe, et on peut avoir des partis politiques qui sont représentés au niveau fédéral, dans le gouvernement fédéral, mais qui sont dans l'opposition à la communauté flamande, et donc un parti flamand qui fait partie. Donc, deux équilibres qui sont parfois très difficiles. Est-ce qu'il y a conflit entre le système monarchique et le système fédéral? Non, la monarchie, c'est très bien, et merci professeur de l'avoir soulevé. Le roi, la monarchie, n'a pas de pouvoir direct en Belgique, c'est une démocratie parlementaire ou une monarchie parlementaire. Mais il a quand même une autorité morale très importante. Je crois que surtout le roi actuel a su forger son rôle et sa position, et du fait qu'il est quand même un élément unificateur et d'unité de notre pays et pour beaucoup de Belges. Mais donc c'est surtout dans ce domaine moral qu'il exerçait son rôle. Peut-être une remarque, je crois que votre observation est évidemment très, très juste, et ce qui rend en quelque sorte le fédéralisme belge plus facile, parce que le territoire et la communauté correspondent en très grande partie. Et donc chez nous, il n'y a pas eu d'exode ou de déménagement avec le fédéralisme. Il y a évidemment
la partie complexe de Bruxelles. Il y a eu autour de Bruxelles ce qu'on appelle la municipalité de facilité, ce qui veut dire que, parce que vous avez vu que Bruxelles est entourée par la communauté flamande, mais il y avait pas mal de francophones qui habitaient dans ces communautés, et donc ce sont des municipalités à facilité qui donnent quand même plusieurs accès pour ces francophones à des services en français. Voilà. Donc, mais on a toujours trouvé cette subtilité et cette solution assez ingénieuse pour que tout le monde soit satisfait. Peut-être ajouter à l'observation de Lina Hamdan qu'en Belgique, le vote est obligatoire. 2, le scrutin est à la proportionnelle. C'est un scrutin de liste. Au plus fort reste avec double vote préférentiel. Exactement. Donc ça équilibre le système. La question de Maître Ziad Balbout. Oui, merci. Monsieur l'ambassadeur, il semble que l'adage selon lequel, si vous avez compris, le Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué, vient de la Belgique. Et le système complexe vient principalement du fait que la composition est complexe. On ne peut pas songer à un système simple pour une composition linguistique, confessionnelle, politique, qui soit très compliquée. J'ai 2 questions dont l'apparence est technique, mais qui en fait impactent le politique. D'abord, en cas de conflit de compétences entre le central, le fédéral d'un côté et les régions, les communautés linguistiques de l'autre, quel est l'organe qui tranche ce conflit de compétences, en dépit du principe de subsidiarité? Et ma deuxième question, vous avez parlé de garde-fous au niveau du Parlement, vu la disparité 88-62 entre flamand et wallon. Quels sont ces garde-fous? Est-ce qu'il s'agit d'une majorité qualifiée de vote ou un quorum exceptionnel comme celui que nous connaissons? Et du coup, le blocage que ça pourrait créer, comment sortir de ce blocage? Merci. Donc il y a le rôle de la Cour constitutionnelle qui doit toujours statuer s'il y a conflit de compétences entre l'État fédéral et une communauté. Mais donc plus politiquement, c'est ce que j'appelle donc la procédure des conflits d'intérêts. Et c'est donc chaque région ou communauté peut dire voilà, il y a un projet de loi qui lèse mes intérêts. Et dans ce cas-là, c'est ce comité de concertation qui doit se réunir, qui est parité francophone, néerlandophone, mais aussi parité fédérale et région ou communauté, et qui doit statuer en consensus. Donc voilà, on est obligé à chercher le consensus. Et votre deuxième question avait trait... Ah oui, c'est la double majorité qui gère donc toutes les initiatives législatives importantes qui a trait aux institutions et l'architecture fédérale. Donc, majorité dans chaque groupe linguistique et le 2 tiers globalement. Donc, ça rend très difficile, comme je disais, de trouver un consensus sur une révision de la Constitution. Une question du professeur Karim Bittard. Bonjour Koun, merci beaucoup pour cet exposé très pertinent qui montre la complexité du fédéralisme belge, le labyrinthe, le fait que ça s'applique only in Belgium, comme vous le disiez. Merci à Antoine Coran pour la modération, le plus belge des Libanais et le plus libanais des Belges. Je voulais saisir l'occasion pour féliciter le professeur Najjar, le professeur Messara, et je crois que c'était avec Khaled Kabbani que vous aviez fait une interview conjointe aux médias Assas le mois dernier, où il y a 2 mois, montrant, je ne sais pas si
c'est le professeur Messara qui a utilisé le terme criminalité, du moins l'extraordinaire difficulté de transposer des modèles à la situation libanaise. Dans la vague populiste et identitaire qui prévaut aujourd'hui dans le monde, et même au Liban, beaucoup sont persuadés qu'ils ont une recette magique, une solution miracle à tous les problèmes du Liban, et qu'il suffirait de transposer les modèles belges ou suisses. Donc vous avez montré en quoi c'est un modèle sui generis, très différent des autres, etc. Ma question qui se pose, puisque nous sommes en situation de vacances institutionnelles prolongées et que ce n'est pas la première fois, d'abord la première question, comment est-ce que ce système s'est adapté pendant la longue vacance gouvernementale que vous avez vécue? Est-ce que les pouvoirs de l'État fédéral et ceux des différentes entités se sont retrouvés écornés? Et ensuite, nous avons un projet ici au Liban qui a été porté entre autres par notre ami Ziad Baroud de décentralisation administrative élargie qui résout une grande partie des problèmes qui se posent au système libanais, qui, il faut le reconnaître, est un système devenu sclérosé, dysfonctionnel. C'est pour cela que toutes ces théories émergent. Comment vous expliquez la réticence de tellement d'acteurs à tout simplement appliquer notre Constitution qui prévoit déjà un certain nombre de mécanismes qui pourraient apaiser les angoisses existentielles des communautés à travers la mise en place d'un Sénat, la déconfessionnalisation de la Chambre basse, la décentralisation administrative? Énormément de Libanais sont aujourd'hui persuadés que la seule solution possible, c'est d'évoluer par un système fédéral. Pendant la guerre, c'était des franges minoritaires extrêmes. Aujourd'hui, c'est en train de devenir mainstream. Et heureusement, grâce à des exposés comme le vôtre qui montrent la nécessité de la confiance, de la bonne foi, on comprend très vite qu'au Liban, ça ne pourrait pas se faire, car cela implique des négociations extrêmement techniques, extrêmement poussées sur des sujets très sensibles. Et vu l'état d'esprit des membres de la classe dirigeante libanaise, on voit mal comment cela pourrait très vite, ne pas très vite déraper en partition pure et simple, ce qui serait catastrophique pour les 40% de chrétiens, par exemple, qui vivent en dehors du Mont Liban. Comme le disait le professeur Messara, on ne peut pas faire coïncider la géographie avec des appartenances. Mais merci beaucoup pour la clarté de cette exposition. J'espère que la deuxième partie était plutôt en commentaire qu'une question. Vacances de gouvernance, oui, ça aussi, je suis régulièrement interpellé par mes amis libanais. Voilà, vous aussi, la Belgique, vous avez connu ces périodes de vacances de pouvoir prolongées. Je crois que je réponds toujours, il y a quand même pas mal de différences. Tout d'abord, il y a l'état de droit. Et donc il y a des règles que tout le monde observe dans ce cas-là. Et il y a l'avantage aussi du fédéralisme qui fait qu'une grande partie des compétences est exercée par le niveau des entités fédérées, donc ça continue normalement. Et au niveau du gouvernement, on sait exactement ce qui peut être fait, ce qu'on appelle dans les affaires courantes, et ça marche relativement bien. On a même une fois envoyé des militaires en Afghanistan pendant une période de vacances de pouvoir. En affaires courantes, le gouvernement a pu prendre cette décision. Donc c'est assez huilé de ce point de vue-là, mais surtout que, voilà, déjà au niveau des entités fédérées, de toute façon, les choses continuent à être gérées tout à fait normalement. Au niveau oui, de l'expérience libanaise, si je peux dire ainsi, évidemment, le Liban est confronté à d'autres défis beaucoup plus, je dirais, existentiels que la Belgique pendant toute cette période de l'évolution fédérale. Ce qui me paraît important, c'est au-delà des dispositions qui sont prévues dans TAEV et autres, c'est avant de réfléchir à fédéraliser, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble. Et c'est ça le point de départ. Il faut quand même un socle commun qui est suffisamment solide pour ensuite réfléchir. Oui, peut-être la mise en œuvre, c'est mieux à ce niveau-là, municipalité, province, je ne sais pas.
Et ici, au niveau évidemment défense, affaires étrangères, mais aussi tout l'aspect civil, créer ce socle commun me paraît quand même très, très important avant de réfléchir au niveau le mieux indiqué pour la mise en œuvre. Il y a une question de madame ici. Je voudrais vous poser une question à propos de la laïcité à la Belge, qui est aussi Only in Belgium, et qui est intéressante parce que par rapport aux communautés, les ministres des cultes sont payés par l'État, je crois que c'est même un principe constitutionnel. Oui, tout à fait. Et il y a donc une 6e communauté qui est la communauté laïque, qui est très très particulière à la Belgique et très différente de la laïcité à la française traditionnelle telle qu'on la connaît et de laquelle on pourrait largement s'inspirer, je crois, sans modération au Liban. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, je ne sais pas ce que je peux dire beaucoup plus, mais c'est en effet le modèle que nous suivons. Donc toutes les religions sont financées par l'État, donc catholiques, musulmans, même le laïcisme. L'enseignement de la même façon, donc aussi bien l'enseignement catholique que l'enseignement officiel est financé. C'est l'option que nous avons prise et qui, pour l'instant au moins, nous donne plus d'apaisement de ce qu'on voit parfois en France. Et donc de ce point de vue-là, je crois que ça répond mieux aussi à la mentalité belge. C'est peut-être une laïcité d'inclusion plutôt. D'inclusion, voilà, c'est ça. Les conflits concernant la formation du gouvernement et sa gestion, c'est un arrière-fond communautaire, linguistique ou politique, économique? C'est le tout. C'est évidemment beaucoup plus complexe de former un gouvernement fédéral national parce que au-delà des clivages politiques, des options politiques libérales, socialistes, chrétiens, démocrates, il y a encore cette dimension de... Il y a aussi. Voilà, il y a aussi, et donc des aspirations différentes. Donc c'est ça qu'on reproche parfois à notre fédéralisme, la difficulté de prendre encore des décisions au niveau fédéral, parce qu'il faut tenir compte de tant de sensibilités, d'aspirations, de visions différentes, point de vue priorité et solutions, qu'il devient très difficile de prendre encore des décisions qui s'imposent. Et de ce fait, par exemple, le déficit budgétaire se creuse actuellement, on va avoir des périodes très, très difficiles. Donc là, il faut prendre des décisions et il est vrai que ça devient très, très laborieux, parfois très, très difficile. Mais on vous a ravi la première place, en tout cas. Oui, je ne vous l'en dis pas. D'abord, merci, Excellence, pour cet exposé très éclairant. Mais j'ai une double question, si vous permettez. La première concerne la lutte contre l'islamisme. On a l'impression, en Europe, que la Belgique a une position un peu particulière, qu'elle est devenue un peu plus exposée que d'autres, peut-être. C'est la perception, en tous les cas, qu'on a. Ouais. Est-ce que c'est dû à cette superposition des pouvoirs où on n'arrive pas véritablement à assurer une seule politique claire contre ce fléau? Et la deuxième qui va dans le même sens, est-ce que le fédéralisme a renforcé l'idée d'identité nationale, de projet national belge, ou est-ce que c'est finalement l'Europe qui va sauver cette différenciation et le problème ne se posera plus pour vous? Oui. Votre première question, la structure est complexe, personne ne le nie. Par exemple, au niveau lutte contre l'islamisme, aujourd'hui c'est le 8e anniversaire des grands attentats à Bruxelles. Mais nous avons déjà avant pris beaucoup de mesures pour rendre notre police, par exemple, plus efficace. Et il est vrai que c'est probablement moins facile en Belgique que dans un État comme la France où
Paris décide et tout est suivi des faits immédiatement. Mais je crois que, fondamentalement, je ne crois pas que le fédéralisme, dans le cas précis de lutte contre l'islamisme, rend le travail moins efficace ou plus difficile. Ça, c'est typiquement un élément où il y a l'obligation de travailler ensemble, et je crois que tout le monde le fait à différents niveaux, parce que la lutte contre l'islamisme, c'est évidemment, il y a une partie policière de justice, mais il y a aussi tout le travail d'intégration qui relève des communautés, donc il faut avoir cette approche globale qui demande que tout le monde est autour de la même table et agit ensemble. Et peut-être que dans des pays plus unitaires, il y a toujours, soit ce sont les provinces qui doivent exécuter, il y a toujours plusieurs niveaux de compétences. Dans chaque État, il faut trouver ce travail en commun. Fédéralisme, identité nationale, plus ou moins l'Europe. Avec les nationalismes, c'est plutôt le nationalisme flamand qui monte en puissance, ou voire le nationalisme wallon, que le nationalisme belge. Ça, c'est sans contestation. Donc il y a ce repli un peu sur sa propre communauté. De l'autre côté, comme vous dites, peut-être que la Belgique est sauvée aussi par l'Europe, parce que l'Europe est devenue tellement importante, je l'ai dit au niveau de la législation, mais à tous les autres niveaux également, que ce niveau entre le nationalisme et l'Europe devient moins important. Mais on va voir les élections dans quelques mois. On peut avoir en Flandre une majorité qui veut vraiment vers le confédéralisme, voire l'indépendance. L'indépendance probablement pas, mais le confédéralisme, oui. Et ça va poser des problèmes, et ça peut mener à un blocage au niveau politique. Ouais. Donc le fédéralisme n'aurait pas résolu la question que vous aviez initiée au tout début de votre exposé, comme quoi c'était le système qui allait réunir les deux. Et si on revoit là de nouveau le système de balancer aller de nouveau vers oui. Le fait qu'il n'y ait plus de circonscription fédérale a enlevé beaucoup de cette appartenance nationale. Et donc, le fait qu'on peut élire dans sa propre circonscription affaiblit fortement. La question de Maître Risquezray. Le professeur Frécy, Excellence, merci encore pour cet exposé. Je vais évoquer le proverbe « Ne te juge pas, compare-toi ». Et donc, j'ai pu deux questions. J'ai pu remarquer que malgré cette architecture complexe, d'une importance majeure que vous avez, institutionnelle, il y a toujours des crises qui viennent émailler le calme de vos plaines plates. Et donc, ces crises sont en train de s'amplifier. Et ce qui me fait penser à cette phrase de Jawaharlal Nehru, quand les Anglais ont voulu leur coller une constitution en 1936, il a remarqué que c'est « too many brakes, no engine ». Il n'y a pas de machine qui fait fonctionner l'ensemble. Je vais revenir un peu sur la question de Mme Hamdan, qui a parlé du clivage partisan, qui vient se combiner avec la division territoriale et ne la transcende pas. Et en comparant avec la situation libanaise, je remarque que c'est un problème majeur peut-être. Parce que si on voit du côté des autres fédérations, pourquoi ça fonctionne? Parce que les partis politiques dans ces autres pays transcendent les clivages territoriaux. Et donc il y a un parti démocrate, certes avec ses ramifications dans les 5 États américains, et un parti républicain. C'est le cas en Inde aussi. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas un peu partout. Sauf que chez vous, ça n'existe pas. C'est ce qui ne permet pas de dépasser la complexité du processus de prise de décision.
ce problème existait avant la structure fédérale, il existe actuellement avec la structure fédérale, qui, pour reprendre les termes du ministre, n'a fait que constater encore une fois ce problème. Le Liban n'a pas cette histoire. Il a toujours eu une histoire de conciliation et de culture politique dépassant les clivages communautaires. C'est la première fois depuis la guerre civile qu'on remarque que ce mécanisme ne connaît pas une évolution, ne connaît pas connaît une régression plutôt. Et donc c'est ça le problème, et qui rendra toute structure institutionnelle défaillante si on ne résout pas ce problème, parce que le pluralisme libanais est ouvert, il n'est pas segmenté. Le vôtre est peut-être plus segmenté que le nôtre. Deuxième question. Toute structure plurielle a besoin d'un élément structurant. On n'a pas encore pu comprendre quel est cet élément structurant chez vous. Est-ce la monarchie? Est-ce l'Union européenne? Est-ce l'OTAN, puisque vous êtes le siège de toutes ces organisations? Ou est-ce la Providence? D'abord, les crises. Il n'y a pas de crise communautaire pour l'instant, ou pas souvent, mais je crois que il y a surtout comment expliquer la complexité de toute cette architecture, et surtout au niveau fédéral, avec plusieurs partis qui doivent trouver un consensus, rend la politique très, très complexe. Et peut-être pas de crise, mais c'est l'inverse, le fait qu'ils n'ont plus la détermination ou le soutien ou la vision commune de prendre des mesures qui s'imposent. Mais il n'y a pas au sein du gouvernement fédéral, il n'y a pas de tension, ou la tension, comment expliquer, n'est pas autant entre les ministres francophones et les ministres néerlandophones, ou wallons ou flamands, mais les différentes visions des partis. Et donc la Belgique est un pays où la particratie est extrêmement importante et très, très puissante. Évidemment, chaque parti évolue dans sa propre communauté ou dans sa propre région et cherche évidemment surtout à promouvoir les intérêts de ce niveau-là. Mais il y a aussi la vision, le socialisme, par exemple, wallon, ce fait de l'historique de la région wallonne est complètement différent, assez différent du socialisme et du Parti socialiste flamand. Donc chaque parti, et là on voit que quand même les deux communautés ou les deux régions se séparent ou s'éloignent de plus en plus. C'est quand même un exercice, une fois qu'on ouvre la brèche vers le fédéralisme, je crois que c'est important, si on réfléchit au Liban aussi, c'est assez centrifugal. Et c'est parce que, comme je disais, on va aller vers une autre révision de la Constitution pour recomposer. J'ai dit peut-être on va refédéraliser, ça sera très difficile de remettre des choses au niveau fédéral, c'est plutôt dans le sens inverse. Donc c'est une dynamique politique une fois qu'on l'a ouverte, parce que c'est nécessaire, parce que c'est démocratique, tout ce que j'ai énuméré, mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas de fin, en quelque sorte. Il faut réajuster continuellement. L'effet structurant, je crois qu'il y a malgré tout quand même une certaine belgitude aussi, les sondages globalement en Belgique, personne ne veut par exemple une séparation. Donc il y a une poussée pour peut-être plus de compétences au niveau des entités fédérées, certes, mais il n'y a pas de majorité pour une séparation ou l'indépendance de la Flandre et au niveau belge et la Wallonie. Donc il y a ce sentiment, il y a l'Europe
qui joue un rôle très important, je crois, dans ce domaine, et la monarchie, on en a parlé. Voilà, je crois que je le décrirai. Alors la dernière question, c'est celle du doyen Assaf. Monsieur l'ambassadeur, vous avez avancé l'équation financière de la Belgique. 60% l'État fédéral et 40% des régions. Qu'adviendra-t-il à la fédération si on modifie cette équation-là? Parce qu'il me semble que la répartition de la richesse nationale est très importante dans un pays comme la Belgique. Et nous avons ici, il me semble, un problème aussi qui se situe à ce niveau-là. Si on va dans la décentralisation ou une certaine forme, une formule de fédération, l'État central aura X% et les régions Y%, et c'est là où réside un enjeu majeur dans la répartition de la richesse nationale. Ma question est à vous. La Belgique, avec 60-40, est-ce qu'elle est dans une situation de stabilité ou d'instabilité? Pour l'instant, je crois plutôt stabilité, mais il faut tout d'abord dire que tout ceci, c'est un processus de négociation politique, processus démocratique. Ça veut dire qu'on a vraiment chiffré le coût des compétences qui ont été dévolues vers les régions et les communautés. Donc, enseignement, tout ça, il y avait d'abord un budget fédéral, ensuite on a fédéralisé, et donc tous ces coûts, le poids financier du fédéralisme a été bien chiffré et avec un budget accordé aux régions. Parfois, on a mal calculé, parfois aussi l'évolution fait que cette compétence demande beaucoup plus un coût financier beaucoup plus élevé. Et donc c'est là évidemment où les discussions arrivent. Et actuellement, il y a en effet des réclamations au niveau des régions et des communautés, mais aussi au niveau fédéral. Le fédéral, il a une très très grande partie du budget, les 60% qui restent au niveau fédéral, c'est pour payer les retraites et pour payer la sécurité sociale. Les deux augmentent énormément avec le vieillissement de la population. Et donc, voilà, vous voyez déjà le problème. On doit dépenser plus pour la défense maintenant avec la crise ukrainienne. Donc, ce sont il faut, comme je disais, s'adapter. C'est évolutif. Merci. Il n'y a pas d'apport Merci, financier monsieur Lambert. des institutions européennes qui sont basées à Bruxelles? Non, non, je ne crois pas vraiment. Merci, monsieur l'ambassadeur. La parole au professeur Mechal. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci à plus d'un titre, d'ailleurs. Vous avez remué le couteau dans la plaie. Chacun de Sans nous, faire du mal, j'espère. chacun de nous s'est senti concerné. Pour ma part, j'ai demandé à ce que M. Vittard vienne à un moment, parce que, voilà, M. Vittard, prenez place. Parce que je me suis dit, en vous entendant, qu'au lieu que de repartir sans essayer de faire quelque chose, profitons de l'exposé que vous venez de faire et qui est extrêmement enrichissant. Je me suis demandé pourquoi ne pas organiser une table ronde ici, autour du thème « Quel régime politique pour le Liban ?» et avec la participation de certaines personnalités qui me paraissent être compétentes. Elles ne sont pas, elles seules, compétentes. Nous avons une pléthore de compétences ici. Mais ce sont des personnalités qui ont soit écrit, soit réfléchi, soit participé à l'élaboration d'une alternative. Je pense notamment à M. le ministre Baroud.
je pense à M. Karim Bitar, je pense au professeur Ezré, je pense au président Antoine Bessara, je pense à Mme Joumana Debs, qui est l'auteur d'une thèse qui met en balance démocratie et consociation, et aussi la question du pacte national. Je me dis que pourquoi ne pas profiter de cette effervescence que votre discours d'aujourd'hui a provoqué. Vous avez mis le gaz dans l'air et dans l'eau. Il faudrait que nous en débattions. Ce serait autre chose que de dire chaque fois l'éloge de l'ambiguïté. Vraiment, j'ai été saisi par la richesse de chaque intervention. Cela m'a donné à penser, au fond, que peut-être, quelque part, il y aurait à modéliser, à créer un logiciel qui permettrait de savoir quelles sont les constantes qui peuvent être utilisées dans l'organisation de la diversité en vue de l'unité. J'ai pensé surtout à deux mots de deux pères jésuites différents. En vous écoutant, monsieur l'ambassadeur, j'ai pensé au fameux mot de Teilhard de Chardin: progrès et complexité vont de pair. Progrès et complexité vont de pair. Il ne suffit pas de dire nous voulons telle formule, parce que le détail, parfois, les conflits, la solution des conflits, l'organisation des compétences, comme vous l'avez si brillamment exposé, cela est très important. Mais en vous écoutant aussi, et en écoutant des suggestions sur la force structurante, et en vous écoutant dire que l'Europe joue aussi un rôle, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à notre situation géographique, à l'absence de paix dans la région du Moyen-Orient, au poids des armes, au poids de l'histoire, au poids de la démographie, au poids des contradictions. Est-ce qu'il y a un Lebanon Dream? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à la belgitude, à l'American Dream? Pourquoi tous ces réfugiés viennent au Liban? Sinon parce qu'il y a un Lebanon Dream. J'ai pensé surtout à ce discours du révérend Jesse Jackson, qui vivait à Atlanta, en Géorgie. Et évidemment, il était l'un des adeptes du Martin Luther King. I have a dream. Il nous disait à l'époque, moi, Jesse Jackson, mon père est venu d'Afrique. Probablement il était avec les galériens qui sont arrivés aux États-Unis. Ma mère m'a conçu dans les slums, comme il disait, c'est-à-dire les bas-fonds. Et quand j'ai grandi, j'ai compris qu'il y a un American Dream. Nous sommes tous sur le même bateau. Est-ce qu'il y a une conscience que nous sommes tous sur le même bateau? Est-ce qu'il y a un Lebanon Dream? Je crois que la belgitude de laquelle vous avez parlé
devrait appeler une libanitude. Quelque chose qui puisse nous assembler, qui puisse donner un corps à ce mot de Jean 23, à savoir que le Liban est un message. Mais laissez-moi vous dire aussi 2 ou 3 petites choses. En 1977, nous avons été tentés par une organisation différente de notre diversité, pour que nous puissions réaliser une unité plus longue, plus vivante, plus vivace. J'avais proposé à l'époque, mais j'étais inexpérimenté, que le Liban devrait peut-être créer des structures autres. Un pouvoir central ayant 3 attributions: l'armée et la défense nationale, les finances de l'État et la diplomatie. Ensuite, Beyrouth, ville ouverte dans ses frontières administratives. Je ne veux pas toucher à la banlieue sud. Mais le reste pourrait être organisé en zones, mais pas nécessairement communautaires ou confessionnelles. Il faut peut-être greffer un argument financier, un argument économique, un argument territorial, pour qu'il y ait une complémentarité. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à M. Bittard de revenir, parce que créer une discussion autour d'une table ronde pour voir un peu quel pouvoir, comment proposer un régime pour le Liban que nous aimons, en attendant la paix au Moyen-Orient, en attendant que les armes se taisent, en attendant que tous les Libanais avancent au même rythme, à la même vitesse, que nous ne restions pas un pays en peau de léopard, avec des taches de civilité, de culture, de force ou de faiblesse. Je crois que si vous acceptez, messieurs, si vous acceptez, monsieur l'ambassadeur, de diriger les débats, ce serait pour nous une occasion en or pour ne pas oublier votre message. Je vous remercie. C'est une contre-proposition démocratique. Monsieur le ministre, donc, merci à vous tous pour les questions et l'intérêt. Nous sommes, la Belgique, comme l'Europe, nous sommes très attachés à la diversité ici au Liban. Nous sommes convaincus qu'il est tout à fait indispensable pour le pays de pouvoir gérer cette diversité. Le Liban sera divers ou ne sera pas. Et donc c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, je me sentais privilégié de pouvoir partager l'expérience belge dans ce sens. Il y a peut-être quelques inspirations à prendre de notre expérience, mais aussi certaines leçons à ne pas faire, certainement. Mais je crois que c'est une très bonne idée de poursuivre cette réflexion à une condition. Si je dois affronter les professeurs et Maître Baroud, les spécialistes, je crois que j'essaierai aussi d'avoir quelques experts belges qui peuvent venir ici, qui sont vraiment des constitutionnalistes ou des hommes politiques qui ont vécu le fédéralisme et qui l'ont créé, qui peuvent certainement partager encore beaucoup plus que moi je peux faire de leur expérience politique. Voilà. Mais donc, mille merci, monsieur le ministre, professeur. D'habitude, nous prenons une photo de groupe.
Alors j'ai été très heureux de pouvoir partager ici à la Fondation l'expérience du fédéralisme belge. C'est un fédéralisme qui se veut territorial, mais qui se veut aussi communautaire, c'est-à-dire lié à la personne. Et au cours des années, la Belgique a su gérer sa diversité avec ce fédéralisme, en mettant en place beaucoup de structures, mais surtout en retenant l'aspect positif que la gestion de la diversité en Belgique est assurée. C'est un exercice qui est évolutif, qui doit continuer à s'adapter à la réalité mondiale, mais aussi la réalité belge. Et le partage et l'expression de l'expérience de la Belgique dans ce domaine, je crois, peut nourrir également une réflexion ici au Liban.